Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, d'avoir fait l'effort de sacrifier une soirée télé pour d'être là, pour Hachem. On va essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur le thème. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont une interrogation sur le sens exact du thème. Vous avez vu le thème, non? Oui? Bon, c'est bien, parce que moi aussi. Donc, alors ce thème-là, il démarre à partir d'une réflexion qu'on peut avoir en vérité sur la nature même de la Torah. Vous savez que c'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a écrit la Torah 974 générations avant de créer le monde. Ensuite, d'ailleurs le Midrash il demande mais la Torah elle était comment puisqu'il n'y avait pas de parchemin pour écrire. Alors la Gemara, le Midrash il dit un feu noir sur un feu blanc, que de l'énergie. Après c'est marqué dans le Zohar Istakel Boraïta ou Baralma, Hachem il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire qu'en fin de compte le plan du monde c'est la Torah. L'homme, il a été créé à partir du monde. Donc maintenant, vous comprenez le parallèle qui existe entre le monde, l'homme et la Torah, puisque l'un vient de l'autre. Maintenant, quand on va réfléchir sur la nature de quelque chose, il y a deux manières. Il y a l'approche scientifique, on voit un phénomène, on analyse, on tire les principes, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est un peu de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'observation. Le problème, c'est que c'est limité par nos sens, parce que nous, on a 5 sens, c'est-à-dire qu'on voit que la partie voyante de l'iceberg. Mais 99% de la perception des choses, elle est faussée, puisqu'on n'a pas la capacité de l'apercevoir. Dans la Torah, c'est l'inverse. On démarre de la définition. Étant donné qu'Hachem a créé le monde à partir de la Torah, donc en étudiant la Torah, c'est comme si vous avez deux manières d'essayer de comprendre comment fonctionne un appareil. Soit vous le regardez fonctionner, soit vous prenez le plan. Quand vous prenez le plan de l'appareil, vous dites « Ah, ça c'est l'électronique, ça c'est la mécanique, ça c'est ça qui fait marcher ça, c'est ça qui fait marcher ça. » Et vous comprenez l'essence des choses. Il dit « Cette lecture-là, elle nous pousse, et c'est très très important de le faire, à comprendre que la Torah, elle est faite de deux types de commandements. Puisqu'a priori, c'est un livre de commandements, et il y a deux types de commandements. Il y a ce qu'on appelle des chukim et des mishpatim. Chukim, ce sont les lois incompréhensibles, ce qu'on appelle les dogmes, d'accord ? Les tfilin, la soukha, le mikvé, c'est des lois incompréhensibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles intellectuellement. Pourquoi les tfilin sont noirs, pourquoi on les met ici plutôt qu'ailleurs? On va avoir des approches, mais au fond, c'est des lois incompréhensibles. D'un autre côté, on a des lois compréhensibles. La Torah est venue, elle a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Tu dis, est-ce que franchement, j'avais besoin d'un Torah pour ça? Oui, vous allez dire, c'est le code civil, c'est vrai. Ok, mais c'est un problème parce que même Napoléon, pour créer le code civil, il a réuni le grand Sanhédrin et c'est à partir du Talmud qu'ils ont fixé les règles du code civil. Je ne sais pas si vous... Voilà, d'accord. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est de dire que pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis ces deux types de lois? Et vous allez voir que quand on comprend ça, encore une fois, nous on est en train de regarder la Torah, on est en train de regarder la nature de la Torah. Mais on vient d'expliquer que le monde, il est la projection de la Torah. Donc quand vous comprenez la Torah, vous comprenez le monde. Maintenant, si dans la Torah, il y a des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles, et que le monde est la projection de la Torah, donc c'est normal que dans la vie, il y a des situations compréhensibles et des situations incompréhensibles. Vous suivez ou... J'ai besoin de vous voir réagir, parce que d'abord, ça me fait très plaisir d'avoir un public, parce que j'en ai marre de tenter de faire teshuva à des téléphones. Et deuxièmement, parce que on communique, communiquer comme un. Donc ça fait plaisir. Et puis moi, ça m'inspire aussi. Très très dur, ça prend une énergie de parler tout seul, vous n'avez même pas une idée. Donc là, Baruch Hashem, que je vois que vous réagissez. Donc plus vous réagissez, plus je sens qu'on est sur la même longueur d'onde. D'accord? Si vous ne réagissez pas, c'est difficile de parler devant un plat d'asperges tourné. Donc vous allez réagir maintenant. Au moins dans la vexation. Donc c'est quoi l'idée? C'est de dire encore une fois que quand on va regarder, on va analyser la Torah, on va regarder le monde, c'est des parallèles. Donc s'il y a des lois incompréhensibles, on a dit des lois compréhensibles, il y a aussi des personnes compréhensibles et des personnes incompréhensibles. D'accord? C'est-à-dire que si tu réfléchis au génie de Einstein ou à la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Ou tu réfléchis à la haine qui a pu alimenter un jeune Allemand dont la seule ambition était de faire fureur, finalement. C'est pas grave? Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous me suivez. D'accord? Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis deux types de lois?
Vous êtes tous d'accord que la Torah est divine? Vous croyez en Dieu? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. D'accord. Donc, la Torah, elle est divine. Si la Torah, elle est divine, ça veut dire qu'elle a été donnée et pensée par Dieu. Si elle est la pensée de Dieu, Dieu, il a une caractéristique majeure, c'est qu'il est infini. Et comme il est infini, sa volonté, elle est infinie, et sa pensée, elle est infinie. Donc, si la Torah, c'est la pensée de Dieu, donc elle est infinie. Donc, comment est-ce que nous, on peut imaginer, dans notre cerveau quand même assez étriqué, parce que Einstein, qui était d'une intelligence finalement relative, on a calculé qu'il a utilisé 0,002% de son cerveau. Donc pour la moyenne d'entre nous, voilà. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils gèrent, mais en fait ils digèrent. Et ben c'est ça l'idée. C'est-à-dire que comment tu peux imaginer que tu pourrais absorber la Torah infinie alors que nous on est fini? D'accord? Déjà l'intelligence de ton mari, tu as du mal à l'avoir. L'amour de ta belle-mère, tu as renoncé. D'accord? Donc comment tu peux imaginer faire rentrer la pensée divine dans ta tête? On ne peut pas mettre l'infini dans le fini. C'est logique. Même toi, dans une clé USB, dans un disque dur, combien tu peux mettre? Combien? Ouais. Moi, j'ai pas mal de disques durs à cause des vidéos. J'ai 17 Tera. C'est pas mal. Ouais. Mais ils sont rouges. Ça y est, il faut encore trouver un autre système. Et c'est rien du tout. C'est quoi? 2 000 3 000 vidéos, c'est rien. Mais toi, tu veux faire rentrer la pensée de Dieu dans ta tête? Mais t'es qui, toi? Donc la Torah, elle est infinie. D'un autre côté, la Torah, elle a été donnée aux hommes. Si elle a été donnée aux hommes, c'est qu'elle est adaptée à l'homme. Parce que quel intérêt de donner un truc auquel on ne peut pas adhérer, auquel on ne comprend rien? C'est aucun intérêt. Et bien c'est ça le problème. C'est ça le problème, en fin de compte, c'est ça le problème de la communauté. Vous savez, dans la communauté, vous avez des chassidim, des gens très très forts, des gens qui ont fini le Talmud à 14 ans, et vous avez des gens loin, pour qui la Torah, c'est une sauce japonaise. D'accord? La shechina, c'est un plat qu'on mange le Shabbat. La skina, d'accord? C'est qu'ils sont loin, mais loin. Et ils font tous partie du peuple juif. Donc il y a des gens qui sont très intellectuels, des gens qui sont très croyants, des gens qui sont très bêtes, des gens qui sont très intelligents, des gens qui sont très sensibles, des gens qui sont très froids. Et tous, ils reçoivent la Torah. Mais ils n'ont pas la même lecture. C'est un vrai problème. D'accord? Et cette logique, elle est que Hachem, il a mis des lois compréhensibles et des lois incompréhensibles. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même attitude avec les unes et avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de réflexe psychiatrique ou psychologique qui fait que quand on ne comprend pas quelque chose, on le respecte. Comme une personne, vous ne la connaissez pas, si je te dis, tu sais, c'est le patron de Ron Poulenc. Waouh! Tu sais, c'est le grand patron de l'hôpital Baba, 25 ans de médecine. Tu dis, attends, va lui parler. Oh, je sais pas, je suis gêné. Tu passes un Shabbat chez lui, une semaine au ski avec lui, tu le tapes dans le dos, vous allez ensemble dans le sauna. D'un seul coup, il est devenu comme tout le monde. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une logique où quelqu'un que je connais pas, il m'impressionne, et quelqu'un que je connais, il n'a rien de spécial, tu sais, tu le vois comme ça, ok, 313 milliards de dollars. Il va aux toilettes comme tout le monde. Hein. Pourquoi cette approche-là, que ce que je connais pas, ça m'impressionne? Si je te dis, bon, les maths appliquées en logarithme de je sais pas quoi, de 5e lecture de... Wow. Même à l'école, rappelez-vous, d'accord, t'étais en 4e, le prof il dit, bon, on a fini les fonctions, on attaque les équations. Oh non, monsieur, oh non. C'est dur, il y en a sous la torture, ils viennent à l'école, ouais. Et après qu'on a fait la leçon et que tu as réussi ton interro, alors ton frère il dit, alors c'est dur les équations? Oh c'est nul. C'est complètement nul. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu ne connais pas? Ça t'impressionne, ouais, et tu le respectes. Et ce que tu connais, tu le dénigres. Tu ne peux pas être parvé, ni halavi, ni bassari. Ouais. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ce que tu connais, et tout va bien. C'est pas grave. Non. On dirait, bon, c'est une analyse psychiatrique minimale, ouais, que tu as besoin de te situer par rapport aux choses et par rapport aux gens. Donc, ce qui risque de te remettre en cause, tu es obligé de le maintenir à distance. Donc, soit tu es défensif, parce que tu dis, écoute, on ne sait jamais, il peut me fracasser, soit tu es offensif, parce qu'il est nul, il est plus petit que moi, je le défonce, je le détruis. C'est quoi ce rapport-là? Encore une fois, ce rapport avec la personne, ce rapport avec la connaissance, c'est pas grave. Tu sais pas. Il y a des gens, ils se meurent de ne pas savoir. Tu sais pas.
Tu comprends pas, tu comprendras plus tard. Ah, ça me tue, ça me tue. Ouais. T'es curieux, t'as besoin de savoir. Alors à l'époque, quand j'avais 14 ans, je réfléchissais un petit peu, et j'avais posé cette question. Qui est-ce qui a le plus de chances de comprendre? Celui qui accepte de ne pas comprendre ou celui qui refuse de ne pas comprendre? Vous voulez que je répète? Peut-être qu'on a Stéphanie de Monaco parmi nous? Non? Vous avez compris l'idée ou non? C'est-à-dire qu'il y a deux attitudes. Une attitude, j'accepte de ne pas comprendre. J'accepte. Je comprends pas, j'accepte. Il y a une attitude, je refuse. Non, je suis pas bien. Regardez par exemple. Si vous posez une question à quelqu'un, ok, et puis juste après vous lui donnez la réponse. Le mec il dit ouais, bon, ok, question, réponse, super. Si vous lui posez la question, et puis vous le laissez mijoter 10 jours, 1 mois, 1 an, et après vous lui dites tiens en fait la question, tu veux la réponse? Vous lui donnez la réponse, le gars il prend mal. Oh c'est nul, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si moi j'ai pas trouvé la réponse, c'est que je suis nul. Maintenant pourquoi tu as ce rapport psychiatrique avec la connaissance, avec l'ignorance? C'est bizarre, non? Parce que c'est de l'intellect, d'accord? Tu réfléchis, tu comprends, tu comprends pas. Pourquoi est-ce que tu prends à cœur de ne pas comprendre? Comme si c'était passé pour un con... Ah mais je l'ai dit, d'accord? Le fait de ne pas comprendre, mais c'est pas grave de ne pas comprendre. Dans la vie on comprend, des fois on comprend pas. Ah non, tu ne sors pas, toi. Ouais, pourquoi? C'est comme un peu dans la vie. Vous savez, les gens, par exemple, moi j'ai l'habitude, les gens ils viennent avec des questions. Ah Ben Chetrit, j'ai une question. Ah Ben Chetrit, est-ce que vous pouvez me rappeler 5 minutes, j'ai une question. Et moi toujours, je suis nia. Moi j'ai été élevé par mes parents de répondre aux gens. Donc j'ai dit, excusez-moi, c'est une question ou c'est un problème? La personne a dit, non, c'est une question. Bon, ok, donc moi je pense que le gars qui utilise son cerveau, c'est pas une excroissance de son estomac. Donc, il m'a dit que c'est une question. Manque de peau, en fait, c'est un problème. Ça va? Maintenant, le problème, c'est qu'une question, elle attend une réponse. Et un problème, il attend une solution. Maintenant, comme les gens, ils n'ont pas la modestie de reconnaître qu'ils ont un problème, parce que ça veut dire quoi? J'ai un problème, ça veut dire j'ai un problème. Donc, j'ai pas de problème. J'ai une question. Je suis un intello, j'ai un questionnement, j'ai une question. Donc, la personne, en vérité, elle te pose une question, mais en fait, elle a un problème. Donc, toi, il faut que tu trouves le problème qui est derrière la question. Si tu es honnête et que tu donnes la réponse à la question, alors qu'en fait, la personne, elle voulait une solution à son problème. Donc, elle dit, le Rav, il n'a pas compris la question. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est toi qui as été malhonnête de ne pas dire que tu avais un problème. Vous suivez jusque-là ou non? Maintenant, c'est quoi, quelle différence entre une question et un problème? C'est que le problème, il a une charge émotionnelle que la question n'a pas. Donc, tu peux avoir une question, mais à un moment, ça peut devenir un problème. D'accord? C'est comme si ta copine, elle dit oh, te rends compte, le gars, il a trompé sa copine, la veille du mariage. Tu comprends ça? La vérité, je comprends pas. Ah bon? Non, je te dis ça parce que c'est ton fiancé. Mais c'est quoi? Mais je vais mourir! Mais je vais mourir, j'ai la robe de mariée accrochée dans la... Mais, ah, tu vois, c'était une question. Tu dormais bien, c'est un problème, tu vas devenir folle. Donc, le problème, justement, de savoir comment tu gères les questions, comment tu gères les problèmes. Parce que si toi, les problèmes, ils ont une charge émotionnelle qui te déstabilise, tu ne peux plus vivre. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une question, ça devient un problème. Ça s'appelle la sensibilité, ça s'appelle la susceptibilité, ça s'appelle la maroquinerie. C'est toute une approche de la problématique qui est mal vécue. Et bien, dans les problématiques de mal vécu, il y en a une qui s'appelle le malaise de l'ignorance. D'accord? De passer pour un imbécile. De genre, j'ai pas compris. Donc, il faut faire très très attention d'avoir ce qu'on appelle en français une autonomie émotionnelle qui te permet d'aborder les questions sans être à ce point troublé que la question devient un problème. Parce que sinon, tu passes ta vie à subir des problèmes alors que tu les qualifies de questions. Donc, tu deviens cinglé. Ça va? Et dans la vie, c'est pareil. C'est que toi, quand quelqu'un te pose une question, tu as compris qu'il n'a pas la force de dire qu'il a un problème, donc il faut que tu trouves le problème qu'il y a derrière la question. Pour vous illustrer, une fois, je finis une conférence, puis il y a une dame comme ça, blonde, coupe carrée, petit tailleur Chanel, nerveuse. Tu sais, les gens nerveux, ils s'approchent, tu deviens nerveux. C'est comme ça, c'est une énergie.
Elle me dit, écoutez, je ne suis pas du tout d'accord, ça ne veut rien dire de faire un lien de causalité entre le couple et le fait de ne pas avoir d'enfant. Alors je la regarde comme ça, je lui dis, écoutez, je vais vous répondre, mais vous n'avez pas d'enfant. Elle me dit, oui, effectivement, je n'ai pas d'enfant. Et vous travaillez dans le domaine de la médecine. Elle me dit, oui. Je suis chef de clinique d'une clinique justement qui ne fait que des accouchements. Et j'ai pas d'enfant. Et avec votre mari, ça se passe bien? Écoutez, là n'est pas la question. Bon, je dis, est-ce que je peux vous donner ma version? Elle me dit oui. Je dis, dites-moi, quand vous étiez petite, gros caractère. Ah oui, mon frère, il s'est pendu, le petit. À l'école, c'était vous la chef de la classe. À la fac, major promotion, la teuté. Personne ne parle. Quand vous êtes marié, c'est votre mari qui vous a épousé ou c'est vous qui l'avez épousé? Quelle question? Donc votre mari, il est... Je dis, vous essayez de tomber enceinte? Eh ben on n'y arrive pas depuis 10 ans. Je peux vous donner ma personne... Moi, j'ai pas fait d'études de médecine, j'ai eu cette chance. Ouais. Mais j'ai une lecture. Me dit laquelle? Je suis sûr que quand vous êtes avec votre mari, vous ressentez rien. Elle me dit, comment vous le savez? Ben, vous savez, le plaisir et la fécondité, ils ont un point commun, ça s'appelle le lâcher-prise. Mais jamais vous lâchez prise. La patronne, même dans le lit. Et ce qui existe en macroscopique, existe en microscopique. Donc quand le spermatozoïde de votre mari, il voit une ovule en titane, il a peur. Alors, il se casse. Il dit, c'est pas possible. Wow, c'est Terminator. C'est pour ça que vous tombez pas enceinte. Oh, on me dit, c'est un peu réducteur. Je peux vous compliquer si vous voulez, on peut réfléchir 8-9 heures, mais le problème c'est ça, vous ne lâchez pas prise. Je sens dans votre caractère, même moi, à votre proximité, je sais pas, j'ai un problème de transit, donc il y a un truc qui ne va pas là. Vous avez une dimension laxative qui est pas normale. Vous devriez changer de spécialité et lutter contre la constipation. C'est pas possible d'être capable de faire tellement de monde en même temps. Alors il n'était pas d'accord, il me dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis, écoutez, vous savez quoi? Ça fait 10 ans que vous essayez. Essayez ma méthode. Laquelle? Lâchez prise. Lâchez prise. Vous n'êtes pas la patronne, vous n'êtes pas le bon Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Allez en week-end avec votre mari, détendez-vous. Écoute bien. Elle vient 2 mois après. Je dis alors, des jumeaux. Mais non, les gens ils vont dire, attends, mais Ben Chetrit, c'est un professionnel de l'événementiel, un prophète. Bon, vous l'avez raté celle-là, d'accord. Mais non, c'est du bon sens. C'est du bon sens, ouais. Parce que ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, ça marche ensemble. Quand t'es mal ici, t'es mal ici. Quand t'es mal ici, t'es mal ici. Ça va ensemble, ouais. Donc maintenant, quand la personne, elle vient avec un problème, elle dit, mais comment vous avez su que j'avais un problème? Alors que moi, je vous ai posé une question. Je lui ai dit, parce que vous m'avez posé une question genre intellectuelle, mais vous aviez les yeux rouges. Les questions intellectuelles ne font pas pleurer. Par contre, les angoisses, la ramma, les déceptions, ça fait pleurer. Donc quand vous pleurez sur une question, c'est que c'est un problème. Après, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir quand est-ce qu'on a un problème, quand est-ce qu'on a une question. Mais ça, il faut se connaître. Il faut être assez étranger de soi pour être proche de soi. Parce que si vous avez remarqué, on est tous les psychiatres des autres. Je vais t'expliquer. Tu vois, ce gars-là, il marche comme ça, il est angoissé, il faisait pipi au lit. Lui, elle est mal dans sa peau. Tu vois, à un moment, elle devait être très grosse et puis elle a maigri d'un seul coup. Alors du coup, maintenant, elle veut plaire à tout le monde. Tu vois, on est tous les psychologues des autres. Alors moi, je vous donne un conseil. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Peut-être que la première personne à traiter, c'est soi-même. Alors c'est très bizarre. Quand tu demandes aux gens de parler, ils ont une capacité de lâcherai extraordinaire. Ils ont de quoi raconter sur tout le monde. Mais tout le monde. Et quand tu leur demandes de parler d'eux, ça s'appelle en psychologie le syndrome de la carpe. Plus rien à dire. Je comprends pas, mais comment t'es, toi? Fais-moi un portrait robot de ton intériorité. Comment tu vis les choses? Comment tu ressens? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Je ne sais pas. Alors je te donne un secret. Si toi, tu arrives à analyser l'autre, parce que l'autre il est étranger à toi, ça veut dire que tu as du recul.
Eh bien, t'as qu'à être étranger de toi pour savoir qui tu es, toi. Tu dis, mais ça veut dire quoi, être étranger de soi? Eh bien, ça s'appelle le moussard. Le moussard, c'est ce que c'est le moussard? Non? La morale juive, ouais. Non, le moussard, c'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, ouais. En fait, c'est de mettre une capacité au-dessus de sa tête et de s'auto-analyser. S'écouter parler, s'écouter penser, s'écouter rigoler. Pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant. Excuse-moi, c'est nerveux. Ah, toi, quand on te fait comme ça, t'es une grenouille, quoi. Quand on touche ton lycème nerveux, ouais. Non, tu dois savoir quand tu rigoles, pourquoi tu rigoles. Quand tu pleures, pourquoi tu pleures. Tu réfléchis. Quand tu réagis, pourquoi tu réagis. Quand tu réagis pas, pourquoi tu réagis pas. La vérité, pour moi, ça reste un domaine complètement étranger, inaccessible. Ah, c'est intéressant. Donc les autres, pour toi, c'est des chokim, c'est des mishpatim. Ça veut dire que tu arrives à faire un cheminement intellectuel dans les comportements. Mais toi, tu es un chok. Tu es une loi incompréhensible. Vous me suivez ou non? La vérité, vous savez très bien que la psychologie n'est pas une science exacte quand même. Ouais, comment quelqu'un avec 3 symptômes, genre il a fait pipi au lit, il s'est mangé les ongles, et il a un bouton ici, donc ça prouve que sa mère, pendant la grossesse... Moi, j'ai rien contre les psychologues, mais il faut rester un petit peu... C'est pas des maths appliquées, c'est pas de la physique. Oui, non, oui, non, oui. Bon, alors maintenant l'idée c'est quoi? C'est que si on sait que c'est tellement difficile d'avoir une perception de l'intériorité de l'autre, justement parce qu'elle est à l'intérieur de l'autre. Par contre, ton intériorité à toi, elle n'est pas vraiment loin de toi, a priori, sauf quand tu es hors de toi. Parce qu'il y a des gens, ils sont hors d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire qu'au lieu d'être la personne dedans qui regarde qui ils sont, ils essayent de se reconnaître dans la mosaïque des miroirs de regard de l'autre. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Fais-moi un compliment, ça me fait plaisir. Ne me fais pas de remarques, ça me déstabilise. Pourquoi tu es tellement dépendant de l'autre? Tu dis, ouais, mais c'est pas évident quand tu es jeune. Bon, 38 ans quand même. Hein. Ouais, mais je suis resté jeune. T'es pas jeune, chérie, t'es khmara. Ah, bon d'accord. Alors, je donne un secret. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je reconnais des visages, ça me fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous donne un principe de la pensée benchetrital. Ouais. Mais il est un peu violent. Il y a beaucoup d'amour dans mon discours, mais il y a un peu de violence. Parce que ça s'appelle un raccourci. Écoutez ça. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous l'avez absorbé celui-là ou là? Ça s'appelle un suppositoire. À supposer que vous avez compris où je l'ai mis. D'accord, vous avez compris l'idée ou non? Je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, ouais. Le degré de pénétration des agressions extérieures. Tu me fais une remarque, tu me prends la tête, pourquoi ça me déstabilise? Pourquoi je me mets à pleurer? Pourquoi je deviens toute rouge? Pourquoi je m'angoisse? Pourquoi j'ai envie de te tuer? Pourquoi? Je te dis pourquoi? Parce qu'il y a du vide dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on doit se mettre dans un endroit où personne ne nous parle, personne ne nous agresse. Oui, tu peux organiser ça, ça s'appelle une dépression. Le no man's land. Tu dis non. Il y a une chose que tu peux faire. Tu peux muscler la personne qui est censée accueillir ces événements, qui se trouve, en l'occurrence, être toi. Vous me suivez ou non? Comme le gars, il a fait 10 ans de Krav Maga. Il se battra jamais. Il se battra jamais. Pourquoi? 1, parce qu'il sait ce qu'il peut faire avec ses mains, donc c'est dangereux. 2, parce que quand le gars, il le voit arriver, quand le voyou, il le voit arriver, et qu'ils sont 4, et que lui, il dit, bon, ben on y va, ils se disent, ou il est fou, il va nous tuer. Donc, le gars qui a une assurance, il dégage une énergie. Comme quand tu connais bien ton sujet, où tu bafouilles, ouais. Quand tu connais bien ton produit, où tu te bégayes devant le client, ouais. Ça vient tout ça. Ça vient de combien tu es comblé, combien tu es construit, combien tu es entier à l'intérieur. Et c'est un phénomène physique. Vous prenez une batte de baseball, vous prenez un beau-frère, non, vous prenez une batte de baseball, vous prenez un vase, vous tapez dedans, le vase il explose. Vous prenez une batte de baseball, vous tapez sur un rocher, c'est ton poignet qui explose. Parce que la batte, elle va rebondir. Pourquoi? Parce que l'onde de choc, elle ne peut pas rentrer dedans parce qu'elle est pleine. Donc elle rebondit, elle entraîne ton poignet, elle te casse le poignet. Mais le vase, il est vide. Donc l'onde de choc, elle rentre dedans, elle essaie de ressortir, elle ressort, elle explose le vase. Donc tu vois que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Maintenant, libre à toi d'être plein,
d'être pleine, d'être construite, d'être forte, d'être heureuse, d'être épanouie, d'être croyante. Tu as le droit de faire ça, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ou non, tu dis non, c'est pas évident, c'est difficile, je suis tellement bien dans mon rôle de victime, et puis c'est confortable, et puis dans le confort, il y a fort. C'est un choix qui t'appartient. C'est vrai. Peut-être que si Dieu veut, tu pourras obtenir une carte d'invalidité mentale pour nullité chronique, et avec ça, tu auras 30% dans les transports. Mais tout va bien, t'es bien, vas-y, bouge-toi. Tu dis, mais j'y arrive pas. C'est de quoi j'y arrive pas? C'est un roc. C'est une loi incompréhensible. C'est une situation incompréhensible. Je comprends pas. T'es belle, t'es grande, Pourquoi t'as pas confiance en toi? Toi, tu connais tout le programme. Pourquoi t'arrives à la fac? T'arrives à l'examen, le stress de la feuille blanche. Tu sors, on te pose ces questions, tout par cœur. Mais il arrive... bloqué. L'autre, il est nul, mais il a une assurance. Il est nul, il n'a rien foutu. Il arrive à l'oral. Bonjour. Bah écoutez, ça va être très simple. Hein. Alors, voilà, on va aborder de trois manières possibles la perception de l'événement, dans trois alinéas qui seront développés sur la base d'une volonté certaine de créer entre nous un pont de communication qui permettra, dans l'absolu, d'établir le lien. Sinon de la compréhension, au moins d'une espèce de mutualité intellectuelle d'échange. Le mec, il a rien dit. Hein. Voilà, j'ai parlé 5 minutes, j'ai rien dit. Le bruit du silence, ouais. Mais il a tellement de bagou, la prof, il dit, écoutez, je vous mets 18, mais vous avez le prix de l'oral, c'est incroyable, mais vous êtes qui? Mais quelle école de communication avez-vous fait? Eh ben, je suis fondateur du site baratin.com et de tminik.fr, d'accord? Je suis très fort, grâce à Dieu. D'ailleurs, si vous pouvez le savoir, il a créé une chaîne de bar qui s'appelle Baratin. C'est un endroit où on ne sert que des tisanes. C'est pas grave. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Alors l'autre, il a tout pour réussir, mais il manque l'intelligence. L'autre, il est nul, mais il a une pêche incroyable. Mais toute la vie, c'est pareil. Celui-là, il n'a pas les connaissances, mais il a la force. Il a confiance en lui. Ouais, depuis que sa mère elle est petite, tu vas réussir. Et l'autre, qu'est-ce que t'as fait? C'est nul, c'est pas ça. Combien t'as eu? 19. Combien a eu le petit Cohen? 20. Tu vois, t'es le deuxième de la classe. Mais qui s'étouffe, le petit Cohen. Lui, naturellement, en dormant, il avait 20. Et toi, toute ta vie, t'as couru après le petit Cohen. Pourquoi? Parce que tes parents, ils t'ont castré mentalement à te dire que t'étais pas capable. Parce que t'aurais pu faire mieux. Donc le mec qui pense qu'il aurait pu faire mieux, il n'arrive pas à se marier. Parce que chaque fois qu'il voit une fille, il dit « je pourrais avoir mieux ». Quand tu dis « tu peux faire un placement, tu peux acheter ce magasin, c'est une belle affaire. Attends, peut-être je peux trouver un meilleur rendement ». Du coup, il ne fait rien. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut y aller. Vous me suivez ou non? Il faut signer l'appartement. Il faut prendre le crédit. Il faut dire à la fille, c'est toi. Tu vas le faire? Ou tu vas dire, ouais mais attends, j'ai vu, elle a le nez un peu comme ça. Je sais pas, peut-être que là-bas à Agadir, le vent il souffle toujours du même côté. Et toute la famille, elle a... Mais à part ça, elle est magnifique, non? Une fille, une fois, elle est venue, elle m'a téléphoné, elle me dit, Ahmed Chetrit, écoutez, le gars, il est chacham, il est intelligent, il est fin, il est doux, il est attentionné, il est magnifique, il est puissant, il est équilibré, il est généreux, mais il a un œil qui fait un peu comme ça. Je dis, ben c'est pour la Inara. Il m'a dit, j'ai pas compris. Je lui dis, ben c'est peut-être le prix à payer. Parce que dans tous les choix, il y a toujours du bon et du mauvais. Ben peut-être que le mauvais, c'est ce qui te permet d'accéder au bon. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout. Mais le tout bon, ça n'existe que dans les feuilletons américains qui ont été créés par des scénaristes frustrés qui n'ont jamais trouvé le bonheur. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi dans tous les choix, il y a du bon et du mauvais? Vous savez ça ou non? Pourquoi? Il y a toujours du bon et du mauvais. Il y a toujours des choses qui te dérangent et des gens qui se font plaisir. Pourquoi? Mais c'est normal. Toi, tu vas aller à Marseille, par exemple, et tu es à Paris. Tu dis, attends, 8 heures de bagnole, 200 € de péage,
plus pour les gens qui viennent de cette ville, au Maroc, ils comprennent cette difficulté, d'accord? Donc, après, la fatigue, c'est beaucoup. Ouais, d'accord, mais tu veux aller à Marseille? Oui, alors vas-y, ça s'appelle le prix à payer. Toi, tu dis, ouais, j'aimerais bien finir Polytechnique à 21 ans. Bon, ben, baba, il faut que tu fasses ma passe P pendant que tu fais la seconde et la première. Ah bon, ça va être dur. Ouais, sinon, tu continues à regarder des feuilletons et puis on va essayer de te trouver le RSA. C'est un choix. Ou tu vas te casser la tête, ou non. Ou tu vas être un battant, ou un battant. Oui, un battant de WC. C'est le truc qui retombe tout le temps. Tu dis, allez, vas-y, il retombe, le gars. C'est un battant de WC, lui. Ouais. Il dit non. L'idée que la personne, elle va trouver à l'intérieur les ressources pour aller au bout de son choix, au bout de son discours, au bout de sa réalité, au bout de sa croyance. Mais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour le faire, ce travail. Et les gens, ils se préoccupent de faire des études, de trouver un courtier pour acheter l'appartement, de trouver une femme pour faire des bébés. Mais ils oublient le principal. Ils oublient de devenir eux-mêmes. Parce que c'est quoi le vrai échec? C'est d'arriver à 45 ans, d'être médecin, d'avoir 6 appartements à 400 000 € chacun, d'avoir un cabinet de folie, boulevard Flandrin, d'avoir une clientèle que tu peux revendre 3 millions, 4 millions d'euros, d'avoir une femme magnifique, c'est-à-dire une ancienne Miss Israël, 5 enfants épanouis, puisqu'ils sont bronzés toute l'année, c'est-à-dire qu'ils ont des UV avant la fac, c'est un phénomène, d'accord? Et t'es pas bien. Tu dis, je crois que j'ai raté un truc. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait médecine, parce que mon père m'a dit, après je l'ai épousée à elle, parce que ma mère elle m'a dit, après j'ai fait des bébés, parce que c'est une maladie cyclique, après j'ai gagné de l'argent, parce que c'était ma principale préoccupation, après on m'a dit, il faut le placer, j'ai fait de l'immobilier. En fin de compte, t'as rien choisi. Et comme c'est très dur à vivre, ça fait une pression. Et les pressions, quand elles se cumulent, qu'est-ce que ça fait? Eh oui, une pression au singulier, des pressions au pluriel. Mais pourquoi c'est vécu comme une pression? Tu sais pourquoi? Vous savez ce que c'est le stress? Non? Le stress. Vous parlez français ou? Écoutez cette phrase. De Ben Chetrit aussi, parce que je l'ai beaucoup écouté. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es et la personne que tu devrais être. Vous me suivez ou non? Parce que si tu es 25 ans, mais tu es mental 14 ans, tu te rends compte qu'un mec de 14 ans à qui on pose des questions de 25, il stresse. C'est ça le stress. Donc en fait, le stress, il vient de la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Donc toi, tu as fait les études. Donc tu devrais être prête à l'examen. Mais comme tu n'as pas utilisé le travail que tu as fait pour reconnaître que l'effort fourni t'a donné une assurance, donc tu n'as pas l'assurance. Mais tu as la connaissance, mais tu n'as pas l'assurance. Donc tu arrives avec la connaissance de 20 et avec la peur de la mentalité de 14. Donc tu te plantes. Mais ça dépendait que de toi. Vous me suivez ou non? Mais cette idée-là, elle est exactement pareille dans tout. Comme tu t'es musclé en tant que personne, tu t'es musclé en tant que couple, tu t'es musclé en tant que parent, tu t'es musclé en tant que croyant. Tu pratiques ta religion, tu aimes la vie, tu vois la grandeur de Dieu, tu deviens musclé de la croyance. Mais si tu n'es pas musclé de la croyance, première tréha, tu voltiges. Je vois des gens, vous savez, Ramet Chetrit, j'étais chômeur Shabbat, et puis j'ai perdu mon père, après une longue maladie, j'ai arrêté d'être chômeur Shabbat. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Pour vous dire que j'étais chômeur Shabbat. Intéressant. Je dis, je peux te dire mon sentiment? Il m'a dit oui. Je fais, tu n'as rien à regretter. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que tu n'étais pas chômeur Shabbat. Il m'a dit, si, j'étais gné. Je dis, t'es un homme ou une femme? Écoutez, Rav, franchement, je suis un homme. Ça t'arrive des fois de dire, j'étais un homme et j'ai arrêté parce que j'ai perdu mon père. Ah non, mais la réalité de l'homme, elle ne peut pas disparaître. Eh bien, Shabbat, c'est pareil. Quand j'ai des gens qui ont fait des grosses bêtises, que vous pouvez imaginer avec une personne du sexe opposé, alors que les deux sont mariés. Je lui dis, mais JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune Ahmar au carré.
tu manges du cochon. Alors il y a des gens très religieux, ils vont dire Chas Shalom. Il y a des gens pas religieux, mais quand même, le cochon, c'est pas de lard. Parce qu'il y a le lard et le cochon. Ouais. Elle dit oh non, monsieur le rabbin, non, quand même, le cochon, non, le cochon, non. Je dis ok. Donc si vous ne mangez pas du cochon, comment vous avez pu aller avec la femme d'un autre? Quelle différence? Comment ça se fait que c'est entériné chez vous que Hazvé Shalom, le cochon, même pour 100 000 euros, je vais chez toi, je dis tiens, je te donne 1 million d'euros, tu manges du cochon? Moi, je sais que parmi vous, il y en a qui rêvent de lever la main. On va rester raisonnable, on est dans une synagogue, d'accord? Donc ils ne mangeront pas. Mais la femme du voisin, elle a quelque chose. C'est connu. Le bonheur est dans le pré. Tout près. En plus, la première fois que tu l'as vue, tu as dit oh la vache. Et Mina Shamaïm, elle s'appelle Marguerite. Mina Shamaïm. Il y en a un comme ça, il me raconte. Il me dit, vous savez, Ramat Chetrit, cette femme, elle était malheureuse. Elle avait un mari qui l'a dénigrée, qui la détruisait mentalement. Et bien, grâce à moi, elle est heureuse. Je dis, waouh, t'as fait une mitzvah alors? C'est beau, c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de bonnerie qu'on peut atteindre. La bonnerie, c'est une forme de relation avec la matière qu'il faut qualifier par le fait que vous changez une lettre dans l'alphabet. Parce que comment on peut être aussi bon? Il n'y a pas un moment où tu te dis là, j'exagère. Non. Alors je te dis, pour être tellement absent de toi que tu n'es pas capable de te baratiner à toi, que ce que tu fais c'est une mitzvah, alors que tu as détruit une famille, tu as détruit un mari, tu as détruit les enfants, tu as détruit les parents, les beaux-parents, tu as détruit la communauté, juste pour faire un kiff sur le canapé, c'est-à-dire un chien. Pour rien, tu crois qu'il a kiffé, il n'a pas eu le temps, il avait tellement peur que le mari rentre. Rien. Tout ça pour ça. Toute cette destruction pour ça. C'est ça la bonnerie. Parce que l'intelligence, c'est de dire, wow, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte? Si ça coûte trop cher, laisse tomber. La vraie question, c'est pas pourquoi tu l'as fait. La vraie question, c'est qui c'est qui l'a fait en toi? Qui? L'ingénieur? Le père de famille? Le religieux? Le rabbin? Ou l'autre fou, l'autre cinglé qui est dedans? Vous savez, dans l'homme, il y a le Yetzer Hara, il y a le mal. Mais il y a le jeu aussi. Comment on dit le jeu en hébreu? Ani. Mais quand le ani, le jeu et le mal, ils se mélangent, ça s'appelle animal. C'est que si toi tu te mets aboyé devant un décolleté, il faut appeler la SPA, Baba. C'est vrai. Tu es marié, tu as 4 enfants. Et quand tu vois une mini-jupe, tu dis, t'es bien là? Excuse-moi, mais franchement, attends, t'as vu l'avion de chasse? Non, mais attends, regarde ce canon! Attends, t'es marié, t'as une femme. Tu sais, viens, on l'appelle pour voir si elle partage tes goûts. Ah ben non, Donc toi, t'es 2 gars, toi. T'es un gars dans la rue, un gars à la maison. Un gars à la synagogue, un gars en dehors de la synagogue. Mais combien vous êtes là-dedans? Non, parce que nous, on appelle ça un rachat. Mais eux, ils appellent ça un schizophrène, un bipolaire. C'est qu'il y a un moment où tu dois choisir qui tu es. Tu dis, mais cette partie de moi que j'essaye d'atteindre depuis l'époque, elle est difficile. Tu sais comment on l'appelle? Un roc. Parce que les gens, en fin de compte, ils passent leur vie à essayer de devenir eux-mêmes. Mais je vous dis la vérité, hein, moi, je n'ai pas votre expérience, je vois à peine 20 000 personnes par an depuis à peu près 35 ans. Donc vous avez une autre expérience que moi. Mais moi, la vérité, je rencontre rarement des gens qui sont eux-mêmes. Ben oui, parce que pour être eux-mêmes, il faut déjà, attention, qu'ils soient eux, et après, il faut que eux, ils soient les mêmes que eux. Donc il y a le moi intérieur qui est caché, c'est celui-là qu'on va chercher chez le psychologue, chez le rav, et il y a le moi extérieur, c'est celui qu'on voit, qui agit, qui bouge, qui apparaît. Maintenant, quand le moi intérieur et le moi extérieur sont les mêmes, en français on dit être soi-même, je te dis, tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot.
Ben oui, parce que si la personne intérieure n'est pas assez construite, donc elle est maîtrisée par son Yetzirara, donc elle va faire des choses qu'elle-même ne se reconnaît pas dedans. Et si elle n'est pas construite à l'intérieur, donc la pression extérieure va être plus forte, donc elle va se sentir obligée d'exister dans le regard de l'autre plutôt que dans le sien. Donc elle va être minimum hypocrite, au mieux menteur. Mais quelqu'un qui est bien, on dit en français, bien dans sa peau, donc il y a ta peau et il y a toi. D'accord? Tu sais, quand tu prends un costard, tu le mets, ah mais c'est ma taille. C'est ma taille. Ouais. Non, c'est pas du japonais, c'est du français. D'accord? Eh bien, ton corps, c'est ton costard. Maintenant, encore une fois, si tu as un corps de 30 ans et un mental de 14 ans, donc il n'est pas à ta taille. Mais tu dis, mais ça veut rien dire. Si, c'est facile. Tu poses une question de 30 ans à un gars de 30 ans. Kevin, il s'appelle Kevin. Hein. Donc il y a Jennifer et Kevin. C'est pas grave, c'est un couple juif, on va dire commun. Donc Kevin, parce qu'il t'aura des surprises, puisque Kevin, ce qui va t'arriver. Et Jennifer, elle, on peut l'accuser de rien, parce qu'à chaque fois, elle dit je n'y fais rien. D'accord? Donc c'est pas pour les Jennifer qui sont dans la salle. Hein, on parle d'une autre, qui n'est pas venue, elle ne pouvait pas venir. Donc il y a Kevin et Jennifer, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas religieux, donc ils ont tout vérifié, tout marche très bien, a priori. Bon, ils ont mis les choses à plat, ils ont superposé les idées, super. Et puis elle vient, elle dit, bon Kevin, ça fait 5 ans, c'est l'anniversaire de notre première rencontre, est-ce que tu penses demander ma main à mes parents? Puis lui, il fait des yeux, genre, elle lui a demandé si la pyramide, elle est à Vancouver. Il lui dit, mais enfin c'est impossible chérie, t'es tunisienne, ou marocaine, ou algérienne, ou ashkénaze. Elle dit, oui, mais enfin, il dit, je suis marocaine depuis le début. Il dit, oui, mais c'est impossible, jamais je peux t'épouser. Mais comment ça? Mais ça fait 5 ans que tu me mens. En quoi je t'ai menti? Bah, tu m'as dit que tu m'aimais. Bah oui, tu m'as dit, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Moi, j'ai dit, je t'aime. Tu m'aurais demandé un vélo, je t'aurais offert un vélo. Mais t'es malhonnête. Je fais non, je suis malhonnête par rapport à quoi? À quelqu'un de l'extérieur, mais par rapport à toi, je t'ai donné ce que tu voulais. Mais t'es un malade. Quoi, t'as pas été heureuse pendant 5 ans? Si t'avais pas posé la question idiote du mariage, on aurait continué dans le baratin, et ça aurait été super. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou. J'ai avorté 2 fois pour toi. Ouais, mais c'est rien, c'est un accident de route. De parcours. Maintenant, cette question-là, veux-tu m'épouser? C'est une question de 30 ans. A priori. Qui est posée à un homme de 30 ans. Mais la réponse, c'est une réponse de 15 ans. Tu peux me dire comment quelqu'un il peut avoir 15 ans à 30 ans? Mais c'est très simple. Comment un élève de première il devient un élève de terminale? Vous savez ou non? Parce qu'il était en classe pendant toute l'année. Le radiateur aussi. Ah oui. Parce qu'il a suivi le cours. Bon, ça ne veut rien dire. Parce qu'il a fait les exercices. Parce qu'il a fait les interros. Donc, vous savez quand est-ce que l'élève de première, il devient un élève de terminale? Dans le courant de l'année de première. C'est pas le jour du conseil de classe. On dit, Ménichou, Samuel, admis. Non, toute l'année, il est devenu un élève de terminale. Parce qu'il est confronté. Il prend de la connaissance, ça s'appelle le cours, il fait des exercices, il sublime son ignorance, sa flemme et sa glande, et il développe un niveau de maturité par rapport à cette notion qui est vérifiée au niveau scolaire par le contrôle continu. Donc en fait, il est devenu un élève de terminale grâce aux exercices de l'année. Comment un homme grandit? C'est la même chose. La Torah, c'est le programme. La vie, c'est les exercices. Les compagnons d'école, c'est les gens qui sont à côté de toi. Le proviseur, c'est le bon Dieu. Et le professeur de travaux dirigés qui propose les exercices, c'est le Yetzirah. Maintenant, quand tu fais les exercices, tu grandis. Quand tu tiens dans l'épreuve, tu grandis. Mais qu'est-ce que tu as grandi? Tu as grandi en centimètres? Non, tu as grandi en maturité. Parce que tu es devenu gibor, tu es devenu fort. Mais si tu ne fais pas les exercices, soit parce que tu dis ça ne me concerne pas, soit parce que ça me saoule, soit parce que de toute façon c'est les autres qui sont fous, soit parce que j'ai pas envie de réfléchir, soit parce que j'ai pas développé un moi assez fort pour pouvoir assumer. Donc moi je vais pas aller au combat, je vais pas aller à l'examen, donc je vais pas grandir. Et je me retrouve dans un déficit existentiel entre la personne que je suis censé être et la personne que je suis.
Tu dis, mais oui, mais l'autre, comment ça se fait qu'elle ne s'est pas rendu compte avant? L'amour, 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 l'amour. Eh oui, des fois, ça ne rend pas intelligent. C'est pour ça que je dis toujours, essayez d'abord de le connaître avant de tomber amoureuse. Parce que si vous inversez, vous tombez d'abord amoureuse et ensuite vous le connaissez, après vous venez chez le rabbin et vous dites, Rabbi Chétrid, c'est normal qu'il m'insulte, c'est normal qu'il drague ma sœur, c'est normal que dans son calendrier, il y a 12 mois de juin. Je dis, comment ça se fait? Ben, il prend des joints toute la journée. En plus, il habite à Juan-les-Pins, c'est-à-dire c'est un endroit, tu donnes une baguette, il te donne un joint, c'est un truc de fou. Ouais. Je lui dis, mais... Et alors? Ben, il faut le quitter. Elle me dit, je peux pas, je l'aime. Alors je pose la question la plus débile du monde. Je dis, vous aimez le garçon qu'il est, ou le garçon que vous croyez qu'il est, ou le garçon que vous auriez aimé qu'il soit? Maintenant, si vous aimez le garçon que vous aimez, que vous auriez aimé qu'il soit, eh bien, vous aimez un espoir. Mais pas une réalité, un espoir. Ça va? Et malheureusement, un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Parce que c'est quoi le désespoir? C'est juste le cumul des espoirs déçus. Donc tu ne te maries pas avec un espoir, tu te maries avec une réalité. Or, de la même manière que tu peux être choqué de la différence entre la personne, ce qu'elle devrait être et ce qu'elle est, tu devrais être choqué aussi de ta différence à toi. Donc je te dis, tu mets une caméra au-dessus de ta tête, qui s'appelle Rav Dessler, Messiat Esharim, Ochot Sadikim ou Freud, débrouille-toi. Et tu te regardes vivre et tu dis là, j'ai dit un truc qui ne tient pas la route. Là, j'ai envie de rigoler, mais c'est pas marrant. Là, je dis un truc, c'est incohérent. Là, je me conduis de manière complètement débile. Tu peux le faire ou tu peux pas le faire? Oh, mais c'est pas évident, à Manchester, vous savez, on est pris dans le truc, la vie elle court, on n'a pas toujours le temps de prendre le recul. Mais tu vois que tu arrives à le faire avec l'autre. Pourquoi tu n'arrives pas avec toi? Alors le gars, il est obligé de faire une dépression, après faire une thérapie, et puis il apprend à se connaître, il fait un séminaire de développement personnel, où il apprend à savoir qui il est, après de fabriquer un portrait robot de son intériorité. Tout ça pour arriver à ça. C'est-à-dire tout ça, ce monde-là, shra. Pour arriver à ce que la Torah, elle demande à chaque personne depuis sa bar mitzvah. Tout ça, ce shra. Moi je vous dis, j'ai pas fait d'études. Mais même, j'ai passé le bac, c'est tout. Ouais. Des psychologues, des psychanalystes, des coachs, des... Il me dit, mais Raveria, vous avez un diagnostic, le scanner. Il m'a dit, mais vos développements, rien que votre livre, La vie, il m'a dit, mais on peut écrire une chaire de psychologie avec. Mais moi, j'ai pas de gravin de ça, c'est des choses qui sont écrites, tout le monde les lit. Bon, ils sont en hébreu, mais tout le monde peut les aborder. Mais seulement, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que ça t'intéresse? Et si ça ne t'intéresse pas, ouais, là, tu dois te poser le problème, comment ça se fait que le plus intéressant ne m'intéresse pas? Que le plus important n'est pas important, que l'essentiel ne m'accroche pas, la superficialité. Est-ce que Brad Pitt est un garçon? Est-ce que Nabila a un cerveau? Là, ça t'intéresse. Là, tu dis, ouais, t'as entendu ce qui s'est passé, il paraît qu'elle a dit ça, j'ai vu un Snapchat, elle a dit, waouh, 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 waouh. Ouais, ça t'intéresse. Mais si je te dis, est-ce que tu es toi-même? Excuse-moi, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire là. Attends, mais si t'es pas toi-même, Baba, la personne qui t'épouse, elle n'est pas adaptée à toi parce que tu n'es pas toi-même. Les enfants que tu n'arrives pas à regarder qui te ressemblent puisque tu ne te connais pas. Ce qui t'arrive dans la vie, tu ne comprends pas, tu dis mais attends, mais c'est incohérent, pourquoi ça m'arrive? Mais ça arrive à la personne que tu es. Je vous dis un truc débile, hein, ne le prenez pas mal, ça va? Si on trouve tes traces d'ADN sur une scène de meurtre, t'es mal. Oui, non, voilà. Tu dis non mais j'étais pas là, hein. Non, monsieur le commissaire, moi, j'étais pas là. Je faisais la prière. Écoutez, monsieur, on a retrouvé le cadavre en 8 morceaux. Il y a vos empreintes partout et il y a votre ADN sur son visage. Donc, on pense que c'est vous. Non, moi, je suis un gars détente. Hein. J'ai pas du tout le profil serial killer. Même à ma Brit Mila, je me suis évanoui. Rien que le sang, déjà, Non, monsieur, il y a votre trace. Il y a des traces ADN. C'est ce que c'est l'ADN? Non? Vous savez pas? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. L'ADN, en hébreu, c'est Aleph, Dalet, Nun. Tu rajoutes le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Tu ne peux pas tricher avec
l'ADN, Baba. Adon Olam, tu ne peux pas tricher avec lui. D'accord? Tu mens à ta femme, elle tombe sur le texto. Tu mens à ton mari, par erreur, il te rencontre à l'hôtel. Il est tombé en panne, il arrive. Mais enfin, chérie, tu n'étais pas en stage à Anvers. Qu'est-ce que tu fais ici à Carpentras avec Mathieu? Oui, mais tu n'étais pas censé tomber en panne. Eh bien, le bon Dieu, il organise ce genre de surprise, il adore. Et je vais dire pire encore. Les choses que tu fuis le plus sont les choses qui te rattrapent les premières. Donc tu devrais plutôt te méfier de ce que tu fuis que de ce que tu cherches. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, quand tu sais ce que tu fuis, c'est parce que tu sais qui tu es. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais même pas ce que tu fuis. Et des gens, ils ont des peurs, ils disent, je ne sais pas. Ah ben, j'ai pris, je suis pas bien. Attendez, 2 minutes, parce que là... Qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas. Ça me prend comme ça. Est-ce que vous avez... Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans un état pareil. Ma mère était aussi comme ça, voire héréditaire. Je te dis, tu ne te connais pas. Apprends à te connaître. Voilà. Maintenant qu'on a passé 51 minutes pour expliquer le titre, on va pouvoir commencer le cours. Ouais. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans la Torah, il y a des choses qui sont compréhensibles, des choses qui ne sont pas compréhensibles. Mais on a remarqué qu'on n'a pas les mêmes attitudes envers les lois compréhensibles et les lois incompréhensibles. Un juif, il est censé faire les mitzvot, vous savez ça. Puisque l'essentiel de sa vie, c'est les mitzvot, et que les mitzvot, elles sont écrites dans la Torah, et que la Torah, c'est la trame du monde, donc normalement, quelqu'un, il est adapté à la Torah, il est adapté au monde. C'est QFD. Ouais, ce que fait Dieu. Donc, quand quelqu'un, il va essayer, par exemple, d'appliquer la loi de Midvar Sheker Tchichak, éloignez-vous de la parole mensongère. Donc, il va régler son problème avec le mensonge, s'il veut faire cette mitzvah. D'accord? Si il veut accomplir la mitzvah de l'Otixol, tu ne voleras pas, il va se soigner d'une maladie extraordinaire, qui est de croire que l'argent de l'autre, il est à toi. Quand il va accomplir la Torah de l'Otahmod, ne convoite pas, l'Otit Ave, ne désire pas la femme de ton voisin. Vous vous rendez compte le temps qu'il va gagner? Ça veut dire que la Torah, elle te soigne de centaines de maladies. Parce que là, il est marié avec celle-là. Vous savez, ça s'appelle midi à 14h. Mais il est sûr que son âme sœur, c'est l'autre, la femme de l'autre. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kol anoten einav bema sheino shelo. Tout celui qui met ses yeux sur ce qui ne lui appartient pas, Mashirotse lonotnimlo, ce qu'il veut, on ne lui donne pas, Mashiyeshlo notlimimeno, ce qu'il a, on lui enlève. Qu'est-ce qui lui reste? Comme disait le professeur Wallo, pas grand-chose. Réfléchissez maintenant. Lui, il regarde la femme de l'autre, il regarde la voiture de l'autre, il regarde la maison de l'autre. On ne lui donne pas. Pourquoi? C'est normal. Parce que le bon Dieu, il l'a envoyé à lui, il s'est adapté à lui. Bon, et alors tu ne crois pas en Dieu? Bon, alors dans la physique quantique, on dit qu'une masse de particules organisées n'est harmonieuse qu'avec un espace qui peut l'accueillir de manière harmonieuse. Donc ça veut dire que tu es là où tu dois être. Maintenant, que tu le crois parce que le bon Dieu l'a organisé, ou que tu le crois parce que la nature, la masse des molécules réorganisée dans l'espace, elle a créé cette réalité, ouais. Et le lien avec la réalité, parce que dans la physique quantique, on dit une matière, une situation existe en fonction de la conscience que tu en as. D'accord? Donc toi, tu es conscient de la réalité et tu peux influencer la réalité. Ça s'appelle la conviction. Maintenant, si toi, encore une fois, tu n'as pas développé la personne, tu n'as pas développé le moi à l'intérieur pour être conscient, pour être agissant, pour être investi, ce n'est pas ta réalité. Et d'ailleurs, à 40 ans, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas vécu ma vie. Alors qu'est-ce que tu as vécu, toi? J'étais pas moi-même. J'ai pas été au bout de mes rêves. Donc ici, c'est marqué. Quand tu vas appliquer, en fin de compte, des mitzvot de la Torah, c'est vrai, non? C'est que des mitzvot de la Torah. Encore une fois, mais puisque ces mitzvot, elles ont été dictées dans un livre à partir duquel le monde a été créé, et toi aussi, tu as été créé. Donc, quand tu es adapté à l'un, tu es adapté à l'autre. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident. On a vu aussi des religieux qui ne sont pas sérieux. Mais évidemment, en vérité, c'est l'inverse. Il devrait y avoir que des religieux, et dans les religieux, il y aurait des sérieux et des pas sérieux.
Mais le non-religieux, en vérité, qu'est-ce qu'il fait sur la photo? Vous savez, quand j'étais jeune, moi j'avais 16-17 ans, moi je suis traditionnaliste, ça veut dire que je faisais certaines fautes par tradition. C'est pas grave, il y en a qui sont pratiquants, donc eux ils font que les mitzvot pratiques, tout ce qui n'est pas pratique, ils font pas. Et je réfléchissais, je disais, mais c'est quoi un juif? Bah, tu dis, un juif, le devoir de mémoire. Et toi, l'Abkaïla. Bon, c'est une vision. Et toi, le théâtre yiddish. Bachevitch, Singer. Tu ressens la vibration du ghetto. Ok. Et toi, Bloomberg. Bloomberg, ça, c'est un gars. Ouais. Non, en vérité, si tu réfléchis bien, de vous à moi, sans aucun a priori rabbinique. Parce qu'à l'époque, j'avais une barbe très très courte et des cheveux très longs. Bon, ça s'est inversé. Ouais. La seule définition du juif, c'est la Torah. Vous voulez la preuve? C'est que dans le manuel qu'ils ont créé, les nazis, quand ils devaient détruire la communauté, c'est marqué là-bas, par les nazis, quand vous rentrez dans un village et que vous devez massacrer la communauté, la première chose qu'il faut faire, tuer les rabbins. C'est normal quand tu coupes la tête. Donc un jour ou l'autre, puisqu'on est tous des sales juifs, sauf que moi ça se voit, d'accord? Ouais. Eh bien on va se poser la question. En quoi je suis en accord ou en désaccord? En quoi je suis cohérent ou incohérent? Il faudra se poser la question. Je vais vous raconter. Vous avez du temps pour une anecdote là ou non? Oui, non? Non, parce que ça fait déjà 56 minutes, donc il y en a quelques-uns qui doivent prier pour que je m'étouffe. Mais je suis tellement content d'être là. On dirait Céline Dion. Donc, écoutez bien. Donc c'est quoi l'idée? Un jour, c'était à Pessah. Il faisait pas très beau. Ma femme, elle me dit, on va à Deauville. C'est le bon moment d'aller à Deauville quand il fait pas beau. C'est un peu l'inverse de la normale, mais bon. Parce que nous, on n'est pas du tout amateurs de la charcuterie fine étalée sur la plage. Donc, on arrive là-bas avec ma femme. Moi, je descends de la voiture. Elle descend. Bon, ben, moi, vous avez vu ma tronche. D'accord? Chapeau, barbe, costume, manteau, il faisait un peu frais. Les enfants, ils se mettent à courir. En même temps que nous, écoutez bien, une voiture, elle s'arrête. On était au bout des planches. Je me rappelle, c'était une espace, la première espace. Ça veut dire celle que, quand tu la voyais, tu dis, elle vient de l'espace. Bon, et il y a un gars qui descend, sa femme et 3 enfants et un chien. Maintenant, on est à 100 mètres, il n'y a personne. Même pas 30 mètres, il n'y a personne sur la plage. Moi, je suis détente. J'ai une année de malade, des cours, des cas, et des cours, et des cas, et des cours. J'ai tellement de cas, je suis obligé de les ranger par 2. Ça s'appelle des cas. Bon. Et le gars, d'un seul coup, il se tourne vers moi et dit, si je parlais yiddish, je vous aurais demandé si vous êtes rabbin. Moi, je lève les yeux, je dis, Hachem, je suis en vacances. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Il y a 600 km de plage. Le seul feuge, il est là. Bon. Encore une fois, je suis poli, je réponds. Il commence à me parler. Puis, au bout d'un moment, il me dit, vous savez, heureusement que nous sommes là, nous. C'est-à-dire, moi, je me suis senti goy, tu vois. Je dis, j'ai pas compris. Il m'a dit, nous, les juifs, que ça se voit pas. On dirait un western. Je dis, ça veut dire quoi? Il m'a dit, vous savez, monsieur, quand j'étais à l'école, je me suis fait traiter de sale juif. Quand j'étais au lycée, je me suis fait traiter de sale juif. À l'armée, je me suis fait traiter de sale juif. Le jour du mariage de mon frère, on sortait de l'église. Ah bah oui, il y en a qui ont fait une croix dessus depuis longtemps. Et on était au café, et la grand-mère, c'était des gens de Pologne, elle avait un accent de Popek, c'est un breton à côté, ouais. Et le barman, il a dit, on les a pas tous brûlés. J'ai fait le tour, je l'ai cassé la tête. J'étais en prison le jour du mariage de mon frère, pour défendre l'identité. La vérité, j'ai failli faire teshuva. Il m'a choqué, le gars. Waouh. Alors j'ai dit, quand même, j'ai une question. Il m'a dit, vous voyez ma tronche à moi? Vous voyez ma tronche? Ok. On ne peut pas se tromper. Hein. Je veux dire, le gars qui ne comprend pas que je suis un juif. Une fois, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, vous êtes juif? Je dis, non, je suis cow-boy. Le cheval, il arrive, il va arriver. Une fois, une hôtesse de l'air, j'enlève le chapeau, je le mets. Il me dit, excusez-moi, là, je suis choqué, là.
Elle me dit, le deuxième chapeau, vous l'avez mis quand? Parce que je vous ai vu faire ça. Je lui ai dit, je vous dis le secret? Elle m'a dit, allez-y. Elle croyait genre la Kabbalah. Il y était déjà. Ou une autre fois, je passe la sécurité. Moi, je prenais l'avion une fois, 2 fois par semaine. J'arrêtais pas 250 000 km par an quand même. Ouais, à l'époque. Maintenant, Covid, ouais. Et un jour, je passe la sécurité. Bon, c'était un nouveau. Donc moi, j'enlève la ceinture, vous avez l'habitude. J'enlève pas la kippa. Je marche pas 2 mètres sans kippa. Bon, la Gemara. Monsieur, la calotte, s'il vous plaît. Monsieur, la calotte. Et moi, je continue à avancer. Je fais genre, j'entends pas. Il me dit, monsieur, la calotte, monsieur. Moi, je traverse. Ça sonne pas, évidemment, puisque je suis dans la simra. Ça sonne. Les simra. Il vient derrière moi, il dit, écoutez, monsieur, je suis agent assermenté. D'accord? Je vous dis d'enlever la kippa. Vous devez l'enlever. Je dis, pourquoi voulez-vous que je l'enlève? Il me dit, parce que on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, c'est pour la sécurité, vous devez appliquer les lois de la sécurité. Je dis, mais écoutez, ça ne sonne pas. Il me dit, bah, c'est pas ça, c'est à moi de décider, c'est pas vous de décider. Bon. Après, j'ai dit, mais je l'enlève jamais. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, c'est pour protéger ce qu'il y a en dessous. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Alors, non, faut pas applaudir. Après, ils vont croire que c'est un spectacle. Après, regardez le malais, il va nous dire, tu casses le travail. Alors, donc, ce monsieur-là, encore une fois, je lui ai dit, regardez-moi, avec la tête que j'ai, que c'est impossible de se tromper, que je ne suis pas juif, j'ai jamais entendu ça, le juif. Je vous dis, hein, j'ai été aux États-Unis, j'étais à Pau, à La Rochelle, à Angers. Je me rappelle une fois, je suis arrivé dans une ville, mais je crois que c'était Reims, je ne sais plus. Toute la gare s'est arrêtée. C'est-à-dire, maintenant, ils croyaient qu'il n'y en avait plus. Ça veut dire on leur a rincé le cerveau. Je dis, comment vous expliquez, monsieur, que moi, vous, depuis que vous êtes né, on vous traite de sale juif, et moi, que je suis comme ça depuis 15 ans, 20 ans, on m'a le vrai sale juif comme ça, le vrai comme ça, sale juif, avec la haine, la bave, le Jean-Marie, d'accord? Jamais. Non, il fait de Le Pen, la vérité, d'accord? Mais, comment ça se fait? Alors il a réfléchi, écoutez bien la phrase. Maintenant, le gars, il mange du cochon depuis qu'il est né. Il a épousé Christine, il a 3 trucs. Ouais. Il réfléchit. Vous avez compris la question? Que lui, il se fait traiter de sale juif, alors que ça ne se voit pas, même avec un scanner, même en baissant la culotte, je ne suis même pas sûr qu'on aurait pu couper court à la discussion. D'accord? Donc lui, il se fait traiter de sale juif depuis qu'il est né, alors que ça ne se voit pas du tout. Il pratique rien et il mange du cochon pour fêter Kippour, un peu le genre. Et moi, que c'est impossible de se tromper, on m'a jamais traité de sale juif. Je dis alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez la phrase, regardez la phrase comment elle est. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Elle est belle, non? C'est un auteur tunisien qui s'appelait Mziana. Je ne l'avais pas connu non plus. C'est beau. Le gars, il a compris qu'en fait, le bon Dieu, il a pris le micro et le goy, c'est l'enceinte. Et quand il est passé, il lui dit, sale juif. Ça veut dire, réveille-toi. Et l'autre, il croit que il faut se battre. Mais Baba, tu n'as pas besoin de te battre. Puisque de toute façon, tu n'es pas dans la définition. Vous me suivez ou non? C'est comme le mec qui se demande, est-ce que dans le Berkat Amazon, il doit faire Ya Leveyavo s'il a mangé du cochon à Kippour? Mais tu n'es pas sur la photo, c'est quoi ta question? Ici, c'est pareil. Hachem, il a mis des lois compréhensibles, des lois incompréhensibles. On n'a pas les mêmes relations. Avec les lois incompréhensibles, on a du respect. On fait attention. Avec les lois incompréhensibles, on a du respect. Avec les lois compréhensibles, on est dans le dénigrement. Pourquoi les gens ils font du lachon hara? Parce que tu leur dis, c'est quoi le lachon hara? Et il dit, c'est de parler mal sur les autres. Genre, il a compris. Ouais. Si tu dis à quelqu'un, c'est quoi les tefilines? Il dit, je sais pas. Maintenant, tu prends une paire de tefilines, tu la mets au bord de la table, ici, là. Tu fais passer un échantillonnage de 100 juifs, du plus racide religieux, d'accord, au plus éloigné genre, le mec, il habite à Khalal Khalil. C'est
C'est à 150 km de loin. C'est-à-dire quand tu arrives à loin, il y a un village qui s'appelle Loin, après tu roules encore 150 km, tu arrives à Halal Khalé, et le mec il est là-bas. Donc tu imagines un peu, maintenant tu fais passer tous ces juifs là, les 100, 95, ils vont prendre les tefilines, ils vont les mettre au milieu. Pourquoi? De peur qu'ils tombent. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ils vont tomber. C'est quoi? C'est un boîtier en cuir, d'accord? Avec des lanières et un bout de parchemin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des tefilines. Ouais. Une fois, un monsieur comme ça qui tenait mordicus qu'il n'était pas juif alors qu'il s'appelait Lévi, il m'a dit c'est un nom qu'on a pris pendant la guerre, j'ai mal choisi. Ça va? Je lui dis, vous seriez capable de faire pipi sur un Sefer Torah? Il dit, Rose Shalom. Où il est l'accent du Périgord? Chifralo. T'as une neshama, tu peux pas nier, c'est comme ça. Et quand tu l'oublies, le goy te le rappelle. Des fois que tu as oublié. Ouais. Donc il s'est marqué ici. La personne, elle vit une situation. Ouais. Mais elle va décider si dans cette situation, elle va être dans le respect ou est-ce qu'elle va être dans le dénigrement. C'est pareil. Quand quelqu'un il se permet d'insulter sa femme, qui lui a donné 5 enfants, tu dis, t'as un problème de respect? Non, t'as pas compris la valeur de ta femme. Essaye d'accoucher une fois, toi. Même un furoncle, tu n'arrives pas à le percer. Tu vas sortir un truc de 3 kilos d'en bas, allez, on va te mettre des hormones. Tu te dis, je peux pas. C'est connu, quand la femme elle a les hormones, le mari, il est morbonne. Donc quand ta femme elle a fait un bébé, c'est fini pour la vie, tu as une dette à dire merci tous les jours. C'est comme ça. Ah, tu dis non, c'est pas évident, elle a son caractère, elle me saoule, elle dépense trop, elle a grossi. Alors, je vous donne un secret. Il y a des gens, ils sont tellement étouffés par l'obligation de dire merci, qu'ils sont obligés de détruire la personne qui est en face pour ne pas être obligés de dire merci. Ça, c'est un très haut niveau d'égoïsme. Ce qu'on appelle naze, le mec qui est naze. Ils ont formé un groupe qui s'appelle Nazi, Petit Naze, Nazillon. Ouais. Il dit la logique, elle est simple. Une personne qui n'est pas capable de dire merci, c'est qu'elle est dans le dénigrement. Si elle est dans le dénigrement, ça veut dire qu'elle est tellement remplie d'orgueil qu'elle n'arrive pas à dépasser son orgueil pour dire merci. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle dénigre? Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle ne respecte pas? Parce qu'elle dénigre. Maintenant, je vous dis, les 3/4 des gens qui ne respectent pas les mitzvot, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Moi, la vérité, je suis rentré à la yeshiva en 80. C'est assez vieux déjà, non? C'est assez vieux, vous n'étiez pas nés. J'ai des gens qui viennent chez moi. Ils me disent, Rav Chetri, j'ai une question sur la Torah, j'ai une question, pourquoi Jacob il a fait ça, pourquoi Dieu il a fait ça? Je lui dis, Mechila, excusez-moi. Vous avez étudié à la yeshiva? Non. Vous avez fait le kollel? Non. Alors, faites cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de pratique. Fermez-la. Mais quoi, on n'a pas le droit d'avoir des questions? Oui, mais quand tu as une question, pour pouvoir comprendre la réponse, il faut que tu aies le réceptacle intellectuel pour la recevoir. Or, c'est quoi ton réceptacle intellectuel? Bac plus 2, Cyril Hanouna, M6, c'est quoi ton réceptacle intellectuel? Parce que comprendre, vous parlez français, oui? Comprendre, ça s'écrit qu'un M, c'est comme prendre. Maintenant, pour prendre, il faut saisir. Saisir, c'est faire un. Mais comment tu peux faire un avec une chose à laquelle tu n'as pas d'aspiration et tu n'as pas de réceptacle intellectuel pour? C'est comme si Albert Einstein, il est en train de faire une démonstration. Ça fait déjà 1h30 qu'il écrit, il en est à la 3e page. Que des chiffres. Et toi, tu l'arrêtes. Albert, excuse-moi, mais là, c'est faux. Albert, il se retourne. Il voit cette masse de particules élémentaires cumulées dans un espace concis qui s'appelle ton corps. Et il te dit, peut-être que c'est faux, mais ça m'étonnerait que tu puisses le prouver. Maintenant, jamais un mec, il a arrêté Einstein pour lui dire c'est faux. Vous savez qu'Einstein, en 1905, il a émis des équations qui ont été ensuite développées et expliquées en 1995 par des secteurs
spécialisé du CNRS dans les équations d'Einstein non résolues. Vous avez compris ça ou non? C'est-à-dire que le CNRS, c'est ce que c'est le CNRS? Centre national des relous sympathiques. Ouais. Ils ont un secteur spécial sur les équations d'Einstein non résolues et ils ont mis 90 ans pour expliquer ce qu'il a dit. Ça va? Ok. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que Albert, il avait une correspondance avec le Rav de Brisk. Et quand il a développé la relativité, il l'a envoyé. Et le Rav de Brisk, il a posé une question à Einstein sur la relativité. Maintenant, il faut savoir, vous pouvez ça trouver dans Wikipédia partout, que quand Einstein il a exprimé la relativité, il y a 3 mathématiciens au monde qui ont compris de quoi il parlait. 3. Ils te le disent, tac, tac, tac. Les autres, ils ont dit, on comprend rien ce qu'il veut. Ouais. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la thèse au Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il a posé une question à Einstein. Einstein, il a mis 10 ans pour répondre à la question du Rav de Brisk. Maintenant, réfléchis. L'équation d'Einstein, il a mis 1 heure pour la faire. 1 heure pour faire celle-là. Le CNRS, avec le développement, le tri des cerveaux, le développement des ordinateurs, ils ont mis 90 ans pour comprendre ce qu'il a dit en 1 heure. Ça va? Donc 1 heure de Einstein, 90 ans dans le monde profane. Le Rav de Brisk, il lui a posé une question, il a mis 10 ans à répondre. Donc 10 ans d'Einstein, 90 000 ans. Vous me suivez ou non? Mais toi, tu peux venir et dire, Einstein, on ne peut pas poser cette question, c'est puissant. Mais la Torah, c'est nul. T'es sûr? Vous me suivez ou non? Mais réfléchis un petit peu. Vous avez étudié la Gemara? Levez la main des gens qui ont déjà étudié la Gemara. Ah, c'est pas mal. Bon, les filles, je ne demande pas. C'est normal. Ça fait pousser la barbe. Ouais. Mais, eh ben, dans la Gemara, tout en bas, ça s'appelle Gilion Hachas. Et ça, c'est Rabbi Akiba Iger. Et Rabbi Akiba Iger, des fois, il pose des petites questions et il marque dessus Tsarich Iyun Gadol, Tzadik Ayin Gimel. Et c'est connu que le Rabbi Akiba Iger, quand il a marqué Tsarich Iyun Gadol, ça veut dire qu'il faut beaucoup approfondir, c'est parce que sur cette question, il a fait 600 fois le chasse. Le chasse, je rappelle, c'est le Talmud, il y a 2700 pages. Moi, j'ai 60 ans, je ne l'ai pas fini encore. Lui, il le faisait 600 fois pour chaque question. Il y a des centaines de questions. Dis-moi, à quelle vitesse il allait son cerveau? Vous me suivez ou non? Mais rien que le temps de tourner les pages. C'est-à-dire, si tu tournes les pages à la vitesse à laquelle il étudie, la peau, elle va s'enlever, Baba. Parce que ta. Tu dis, mais c'est de la folie. Mais lui, il est brel. Mais toi, qui as eu ton BEP à l'Orte du premier coup, Al-Mamed Abrim, Ezegaon, vous avez compris ou non? C'est là Ezegaon, c'est Shigaon. Ouais, toi, tu as une question, tu n'es pas d'accord. Tu dis que la Torah, c'est des bêtises, c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple, je te souhaite de te saouler à cet opium-là. Ouais. Moi, je vous dis, moi, personnellement, mon expérience personnelle, je n'ai pas fait d'études, j'ai passé que le bac. Je donne des conférences devant des personnes, il y a 1200 personnes dans la salle, il y a les 3 quarts, c'est 99%, c'est des non-juifs. Tous les intervenants, professeur Baba, spécialiste cancer, truc, l'autre généticien reconnu mondial, l'autre mathématicien, physicien, ouais, et Rav Yeya, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer le re, ouais. Et toute la salle qui se lève pour applaudir. Maintenant, c'est pas pour moi je m'en fiche. La première fois que j'ai été, j'ai appelé ma femme dans le TGV, j'ai dit, écoute chérie, je comprends pas, ça fait 25 ans que j'enseigne, je fais des cours devant des feuilles, je mets 1h30, je leur mets la Torah, je leur mets la Kabbalah, je leur mets la psychologie, je leur mets la rigolade, je les éclate. À la fin, le feuille, il te regarde, il dit, c'est pas mal. J'ai la bat mitzvah de ma fille au Stade de France, vous pouvez venir en première partie après Gad? Ils me demandent les gens. Et le goy, comme ça. Il y en a même, ils se mettent devant, ils me regardent comme ça. La révélation. Et je touche du bois. Pourquoi c'est comme ça? Alors je vous explique pourquoi. Parce que le goy n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il n'a pas le Yetzirara de ne pas étudier. Mais le juif, il a la mitzvah d'étudier la Torah.
Et Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, elle vaut autant que tous. C'est-à-dire que quand vous dites un mot de Torah, vous prenez un Chumash, vous prenez une Gemara, vous dites un mot de Torah, ça compte 613 mitzvot. Ça va? Maintenant, vous savez que chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. Elle a le mauvais penchant. La Hamida, par exemple, la prière, le Yetzer Hara, c'est de penser à autre chose. Parce que la mitzvah, c'est de se concentrer. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Donc le Yetzer Hara, c'est de lire vite. C'est normal, tu connais par cœur. Ouais, la mitzvah, c'est d'être pudique. Donc en été, tu te balades toute nue. C'est normal. Ouais. Chaque mitzvah a son Yetzer Hara. Mais si chaque mot de Torah, il vaut 613 mitzvot, donc ça veut dire qu'il y a 613 Yetzer Hara par mot. Donc quand tu veux t'approcher de la Gemara, il y a 613 samouraïs qui te disent approche, je vais te fendre en lamelles. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est pour ça que sur 14 millions de juifs, il y en a combien qui étudient? Et c'est normal, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est représenté dans le monde par Amalek. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Et Hachem, il a dit, j'ai donné le Yetzer Hara, j'ai donné la Torah en médicament. Vous savez comment on appelle le médicament du doute? L'antidoute. Donc, Rabotai, tu montes, tu descends, tu réfléchis, tu philosophies, tu élabores, tu développes, tu ressens, tu t'impliques, tu... Halom tov, halom shalom. Non, je dénigre rien. Moi, je lui dis, moi j'ai 60 ans. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo au téléphone à des deuxième années d'Hippocagne, si vous savez ce que c'est. Donc, j'étais pas spécialement débile avant la yeshiva. Vous comprenez ou non? J'étais pas débile. C'est pas qu'on m'a bourré la tête, on m'a fait un lavage de cerveau, on m'a dit l'année prochaine, truc. Non, moi, on m'embrouille pas, moi. J'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu. Ouais. C'est pour dire que la Torah, elle est puissante. La Torah, elle est énorme. La Torah, elle est grande. Le seul problème, c'est que tu regardes la fac comme ça et la Torah comme ça. Moi, j'ai inversé. Une fois à Toulouse, il y avait le monsieur Elisha, le père des frères Koupel. Il m'a dit, il était président de la communauté. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, on va réunir toutes les professions médicales. Vous venez, vous faites un cours, et après on a le président de l'association des médecins, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais, qui va faire une intervention sur le même sujet. C'est quoi le sujet? Écoutez bien, la part de l'instinct dans l'établissement du diagnostic, dans la relation entre le patient et le thérapeute. Ça va? C'est un sujet comme un autre. Tu peux l'étudier aux toilettes, ça peut aider. D'accord? Donc moi, j'arrive là-bas, j'ai pas fait d'études de médecine. Donc je prépare tout un développement avec le Rambam, d'accord, le Rav Dessler, le Rashba, les Shuta Rashba, le Nefesh HaChaim, le Wach, un truc incroyable. Je développe pendant 1h15. Le président, il dit, eh bien maintenant, nous avons écouté le rabbin, nous allons écouter le médecin. Maintenant, l'autre, il est président du conseil de l'ordre de toute la région PACA. Ouais. Je me rappelle, c'était un gastro. Genre spécialiste, truc. Ok. Il dit, écoutez, j'ai deux choses à dire. Premièrement, au niveau médical, je n'ai rien à ajouter. Deuxièmement, combien d'années de médecine avez-vous étudié? Encore une fois, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de vous pour le cirage. Ouais. Mais c'est seulement pour vous dire que quand quelqu'un il va aller chercher la profondeur dans la Torah, mais tout est dedans. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils étudient la Torah comme ils visitent la Chine, en avion. Alors ils disent, ouais, bon, ouais. Mais ils n'ont pas été dans la profondeur. Ils n'ont pas été dans l'analyse. Ouais. Donc, c'est insipide. C'est comme si tu manges un bon hamburger, mais dans la boîte. Parce que le ravioli, il a dit que ce qui compte, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Il n'y a pas de goût. Or, le mot en hébreu, ta'am, oui, il veut dire le sens, et il veut dire le goût. Donc, si ta Torah n'a pas de goût, c'est qu'elle n'a pas de sens. Si ta vie, elle n'a pas de goût, c'est qu'elle n'a pas de sens. Si ton couple, il n'a pas de goût, c'est une grave maladie, les goïms, ils l'appellent la routine.
Au bout d'un moment, tu dis, écoute, je ne ressens plus rien, ça ne me fait plus rien. Et bah, si ça n'a pas de goût, c'est que ça n'a pas de sens. Maintenant, plus tu donnes du sens, plus tu donnes du goût. Et tu augmentes le sens, tu augmentes le goût. Tu augmentes le goût, tu augmentes le sens. Alors ça ne s'arrête jamais. Maintenant, vous êtes jeune. Je suis jaloux de vous. Bah oui. Parce que moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je pense que j'aurais pu faire plus. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Vous ne l'avez pas encore fait. Donc, vous pouvez faire mieux. Vous voyez cette logique-là? Seulement de savoir, est-ce que vous allez vous donner les moyens ou est-ce que vous allez suivre les rails de la société qui vous propose de devenir des consommateurs qui vont espérer survivre jusque, si Dieu veut, les soldes, qui vont tomber mina shamaim sur la vente flash ou sur la taille des chaussures dont ils rêvaient maintenant que les soldes sont à 75%, grâce à Dieu. Si c'est ça le projet de ta vie, la vérité, c'est dommage de ne pas être mort la veille. Ça, c'est une façon de parler. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'humour ashkénaze. D'accord? Mais ce qui est marqué ici, chacun d'entre nous, il a la possibilité, s'il se donne les moyens. Aujourd'hui, on est en France. Il y a des endroits, il y a des cours, il y a des rabbinim, il y a des sites internet, il y a tout. Ouais. Celui qui se donne les moyens et qui va aller chercher la vérité. Mais attention, parce qu'on a la vérité qu'on mérite. Vous savez ça ou non? Si tu veux une Torah Traloued, il y a des rabbins pour ça. Si tu veux une Torah folklore, il y a des rabbins. Si tu veux une Torah d'alcoolisme, il y a des rabbins. Si tu veux une Torah de circonstances, oui, allez-y, bien sûr, c'est normal. Il y a des rabbins. Il y a tout. C'est ça Intermarché. Ouais, il y a tout. Mais si tu veux la vérité, tu peux l'avoir. Et je vais te dire une chose. Ce que tu vas trouver, c'est ce que tu as cherché. Et ce que tu as cherché, c'est ce qui te définit. Donc les gens qui me demandent à votre avis, Ben Chetrit, vous qui sentez les choses, je dis écoute, pour l'instant je sens ton haleine, rien que recule un petit peu. Comment vous le voyez mon khatan? Je dis mais c'est très facile. Il me dit ah bon? Comment? Je dis comme toi, un petit chas shalom. Mais il va te ressembler. Comment ils vont être tes enfants? Mais ils viennent de toi. Ah, t'es que le toi, ouais. Mais comment elle va être ma carrière? T'es quel genre toi? Bosseur, évolutif et réfléchi? Non, je suis plutôt glandeur, mangeur de marshmallow devant la télé. C'est tracé, Baba. Mais c'est très simple. C'est que celui qui connaît son présent, il connaît son futur. La preuve, c'est que ton présent, il est le fruit de ton passé. Et en regardant ton passé, tu comprends ton présent, puisque ton présent est le fruit de ton passé. Vous me suivez toujours? Maintenant, si tu peux comprendre ton présent en regardant ton passé, il suffit de mettre ton présent au passé pour connaître ton futur. Ça va? C'est sûr que vous ne pourrez pas entendre ça sur « Touche pas à mon poste », mais j'ai déjà dit que le cerveau, chez certains, c'est une option, chez nous, c'est obligatoire. Rav Israël Silanter, il a dit le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Tu dis où c'est marqué? Sur ton front, Hamar. Donc il est interdit d'être bête. Pourquoi? Parce que bête, c'est le contraire d'intelligent. Intelligent en philosophie, c'est adapté. C'est la capacité de s'adapter. Donc l'imbécile, c'est celui qui ne s'adapte pas. Maintenant, ce que tu ne t'adaptes pas parce que tu ne sais pas, apprends. Tu ne t'adaptes pas parce que tu as des complexes, fais une thérapie. Tu ne t'adaptes pas parce que tu n'as pas confiance en toi, fais de la muscule, fais du sport, réfléchis. Tu ne t'adaptes pas parce que tu as peur, apprends à maîtriser tes peurs. Tu ne t'adaptes pas parce que tu n'es pas construit, construis-toi. Il y a des solutions. Mais quand tu choisis le problème plutôt que la solution, c'est ça ton problème. D'accord? Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Rechaim Leim Haratot. Les Rechaim sont remplis de remords. Remords de quoi? De ce qu'ils ne sont pas devenus. Maintenant, quand est-ce qu'il vient le remords? Quand tu n'es pas toi-même. Parce que quand tu es toi-même, ce que tu as fait de bien, tu l'assumes. Ce que tu as fait de mal, tu l'assumes.
Donc, ce que tu as fait de bien, ça va faire du bien. Ce que tu as fait de mal, ça te fait une expérience. Mais si ce que tu as fait du bien, ça ne t'appartient pas, parce que tu n'as pas assumé, et si ce que tu as fait du mal, tu le fuis et tu es dans le déni, parce que tu ne l'acceptes pas, donc tu n'as pas grandi de ton expérience de vie. Donc tu n'as pas musclé ton intériorité. Donc tu n'as pas la satisfaction d'être devenu. Or, comment on appelle la joie? La satisfaction d'être. Comment on appelle la confiance en soi? La capacité à percevoir ce que tu es devenu grâce au fait que tu as été. Comment on appelle la maîtrise de soi? C'est de trouver en toi la source de ce qui crée la décision. Mais tout ça, ça vient du fait que tu as construit le gars dedans. Mais si tu ne l'as pas construit, comme le vide n'existe pas, le Yetzer Hara, il a pris la place. Maintenant, nous, on appelle Yetzer Hara. L'autre, il appelle le mal-être. L'autre, il appelle le complexe. L'autre, il appelle la haine. L'autre, il appelle la schizophrénie. L'autre, il appelle la bipolarité. On s'en fiche des mots, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas construit une personne. Et dans cet espace vide-là, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis. Donc, en résumé, c'est très simple. Ouais. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms. Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Je répète. Je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais C', c'est un pronom déterminant impersonnel. Maintenant, on a dit, il y a le jeu intérieur qui veut. Et il y a le jeu extérieur qui fait. Donc, la linéarité existentielle, ce qu'on appelle le tzaddik, parce que tzaddik, c'est tzedek, tzedek, c'est la justice c'est la balance, c'est la cohérence. C'est je fais ce que je veux. Maintenant, quand ton jeu qui veut est construit, et que ton jeu qui fait est construit, et que ton jeu intérieur et ton jeu extérieur, c'est les mêmes, que ça s'appelle que tu es toi-même, en hébreu, ça s'appelle Toho Kebaro, ça va. Mais si, la proposition numéro 2, c'est que quand tu fais quelque chose de pas bien, quand tu fais une lourdeur, qu'est-ce que tu dis? Écoute bien la phrase, elle est violente. Là, vous faites à peu près 1 an de thérapie, là. Écoute bien. C'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, donc il y a un truc en moi plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Mais le sujet, il est impersonnel. Donc il y a un truc en moi plus fort que moi qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense qu'elles ne sont pas bonnes pour moi, mais je les fais quand même. Alors écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé t'es pas obligé d'être religieux, mais tu n'as pas le droit d'être nul. Tu n'as pas le droit de ne pas vivre ta vie. C'est vrai ou non? Tu n'as pas le droit. Tu dis oui, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de travail à fournir. Eh bien, tu as compris pourquoi la vie, elle est longue. Pourquoi la vie, elle dure 120 ans? C'est vrai, non? Imagine, tu nais à 30 ans, le bon Dieu, il dit tu veux mettre les tefilines? Tu dis Ken, Sam, tu les mets? Voilà, Baba. Pourquoi 120 ans? Pourquoi 120 ans? Et les couches, et la maternelle, et les bonbons, et les choupapouts, et le mariage, et les nerfs, et le divorce, et l'adultère, et le stress, et les parents, et les grands-parents, les arrière-grands-parents, et l'Alzheimer. 120 ans! Mais on peut régler l'histoire en 5 minutes. T'es bon, t'es nul, dégage, t'es bon, on y va. C'est facile. Pourquoi 120 ans? Pourquoi? Parce que pour devenir, ça prend du temps. Ça prend du temps de devenir. Oui. Ça prend du temps. C'est comme dans le couple. Les gens, ils m'appellent au bout de 3 semaines de mariage. Ramed Chetrid, écoutez, ça marche pas. On va divorcer. Je la supporte plus. J'aime pas sa gueule. Je dis, dis-moi, t'as épousé une imprimante? Mais dis pourquoi? Parce que l'imprimante, elle est plug and play. Tu la branches, elle imprime. Mais toi, ta femme, c'est pas une imprimante. Il faut construire. Et l'imprimante, c'est comment ça marche? Tant qu'il y a de l'encre, ça marche du tonnerre. Elle imprime. Quand il n'y a plus d'encre, elle déprime. Comme toutes les blagues. D'accord ou non? Donc ici, c'est pareil. Baruch Hashem. La Torah, elle est magnifique. Vous êtes magnifique. La vie, elle est magnifique. La réalité, elle est magnifique. D'accord? Il faut juste essayer de rentrer dans les starting blocks. Ouais. Celui qui veut apprendre, celui qui veut étudier, il y a tout aujourd'hui. Il y a des bâtis midrashot, il y a des rabbanim, il y a des sites internet. Moi, j'ai fait une chaîne YouTube. C'est gratuit. Ouais. Une fois, il y en a un, il a pris le cours sur la communication, il a séquencé, il le vendait 100 000 € aux boîtes en tant que force de vente.
Le mec, il est bon, il a payé 5 €, il se retrouve avec... Maintenant, c'est encore pire, c'est gratuit. Ouais. Ça veut dire que les outils, ils sont là, mais le travail, c'est à vous de le faire. Voilà, je suis là, je m'appelle Yechia Ben-Chetrit, d'accord? Mon email, c'est ravyechia@hotmail.com. RAVYEHIA. Les personnes qui veulent, ils m'envoient un email, je leur envoie un programme, ça s'appelle accélérateur de maturité. Au pire, vous serez trop bon. Ça va vous aider dans vos études, ça va vous aider dans votre développement personnel, ça va vous aider dans votre religion, parce qu'il se trouve que je suis rabbin. Sinon, j'aurais été le psy de la reine d'Angleterre, d'accord? Donc, celui qui veut, voilà, c'est à disposition, c'est pour vous. J'ai pas vraiment traité le sujet, parce que je suis parti un peu partout, mais j'ai fait passer une énergie et on a compris des choses. Mais ça répond quand même à la question de départ, d'accord? De faire autant de bruit sur le droit de se taire. Parce qu'il y a un moment, si tu te mets dans la posture d'accepter de te taire, et ça c'est quoi? C'est les lois incompréhensibles. Alors tu crées chez toi un crédit qui va faire que tu pourras comprendre. D'accord? C'est que si tu veux connaître tes parents, laisse-les exister, tais-toi. Maintenant, quand tu connais tes parents, tu les fais exister. Quand tu les fais exister, tu sais d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Mais quand toi tu vas imposer, tu veux faire ta crise, tu veux faire ta rébellion, tu les empêches d'exister. Comme ils n'existaient pas, tu ne sais pas d'où tu viens. Comme tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es. Donc tu fais ta crise jusqu'à 25 ans et après tu fais une thérapie jusqu'à 62 ans. J'aurais voulu parler à mon père et ta mère et ma mère. Alouette, alouette. Oui. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la plus belle chose qui existe. C'est la Torah. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'intelligence d'aller apprendre et d'aller chercher. Pour ça, je te dis, sur les lois compréhensibles, tu te casses la tête, tu réfléchis, tu étudies Babakama, Bababatra, Babamitia. Sur les lois incompréhensibles, tu acceptes ce que le bon Dieu il a fait. Ouais. Et si tu vas dire, moi je ne suis pas du genre, mais dans la vie c'est pareil. Ouais. Tu sais, quand on te dit la grossesse, elle dure 9 mois, tu prends sur toi. Quand on te dit l'enfant il a une malformation cardiaque, tu le jettes à la poubelle. Tu acceptes. Quand on te dit, la femme que tu aimes, elle a un petit problème émotionnel, tu la jettes, tu la prends. Donc, toutes les situations que tu vas être capable d'accepter dans la vie, ils viennent de l'apprentissage que tu as développé grâce aux lois que tu ne comprends pas. Et tout l'approfondissement que tu pourras avoir dans la compréhension de la vie, dans la compréhension des personnes, dans la compréhension d'Hachem et de ce qui va te donner droit au monde futur. Parce que rappelez-vous, je suis désolé de vous le dire, mais les textes, ils expliquent très bien que le degré de perception qu'on aura de Dieu après la mort dépend du degré de perception qu'on en a de son vivant. Je ne sais pas si vous... Tu dis, non mais moi la vérité, j'en sais rien. Tu vas peut-être t'ennuyer pour l'éternité. Ouais. Donc vous avez compris. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, qu'on se revoie, que vous, comme il a dit, Monsieur Mergui, que vous remplissiez les synagogues, que vous amenez le sang frais, que vous alliez étudier la Torah, que vous appreniez, et que vous vous rencontrez, que vous vous mariez sérieusement, ni pour vous amuser, ni pour faire des bêtises, ni pour en essayer 14 dans l'espoir d'en aimer une, donc d'en détruire 13 pour en aimer une. Ouais, ayez cette logique-là, soyez idéaliste, levez les mains au ciel, et vous dites, ce que je peux maîtriser, je vais réfléchir, ce que je ne vais pas maîtriser, je vais le mettre entre les mains de Dieu. Ça s'appelle lâcher prise. Maintenant, lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas, ça ne s'appelle pas du défaitisme, ça s'appelle de la émouna. Par contre, si toi, ce qui est entre tes mains, tu t'en préoccupes pas, et ce que tu ne maîtrises pas, tu te prends la tête, tu as juste un problème que tu es cohérent avec tes incohérences. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on va m'insulter. Merci à vous tous, bonne continuation. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Juste un mot pour remercier Ben-Chetrit de nous avoir donné cette première soirée en présentiel. On a l'habitude de